Bonjour tout le monde, rebonjour, re-bienvenue à ceux qui étaient ici ce matin. Bonjour à ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, à l'instant même. Donc, bienvenue au panel d'après-midi intitulé Sécurité transatlantique après l'Ukraine, quelle trajectoire? Je me présente, je m'appelle Simon Hogg, je suis professeur au département de sciences politiques ici à l'UQAM. Et avec moi sur le panel, quatre chercheurs et chercheuses. D'abord, ici, tout de suite, immédiatement à ma gauche, David Cadier, chercheur en sécurité européenne à l'IRSEM, également professeur invité au Collège de l'Europe. Ensuite, Alexander Lanochka, professeur agrégé à l'Université de Waterloo, également professeur invité au Collège de l'Europe. Un petit peu plus loin à ma gauche, Chantal Lavallée, professeur en sciences politiques au Collège militaire royal de Saint-Jean. Et à la toute fin de la table, Jonathan Paquin, directeur de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Donc, un panel bien chargé qui sera sans doute fort intéressant. Sur ça, je m'arrête immédiatement pour donner la chance à mes co-panélistes de présenter. On va y aller dans l'ordre du programme et chacun aura 15 minutes pour faire leur présentation. Et donc, ça nous mène à 1 heure de panel et à la toute fin, donc pour la dernière demi-heure, nous aurons droit à une période de questions-réponses. Donc, je vous invite à y participer. Donc, sur ce, je donne la parole à mon co-panéliste. Merci Simon. Merci d'être là cet après-midi. Merci à Justin pour l'invitation, à toutes les institutions qui ont soutenu cette conférence. Je ne peux pas penser à un moment peut-être plus crucial pour discuter avec des collègues canadiens de sécurité transatlantique. C'est assez utile et important. On a eu une très bonne discussion ce matin déjà. J'ai beaucoup appris et donc j'ai hâte de la continuer. Peut-être juste une petite annonce, c'est que mon institut de recherche, l'IRSEM, est lié au ministère des Armées de la France, mais je vais évidemment, moi, m'exprimer cet après-midi en mon titre propre comme universitaire. Euh, dans le temps qui m'est imparti, je vais donc, tel qu'il nous y a convié Justin, essayer de réfléchir aux différentes perspectives pour la sécurité et la stabilité du continent européen euh, au sortir de la guerre Russie-Ukraine en fonction de ses évolutions et de ses possibles modes de résolution. Il me semble que c'est un exercice qui est à la fois important et nécessaire. Important parce qu'il y a de fortes chances que l'issue de cette guerre façonne l'ordre régional européen pour des années, voire des décennies à venir. Un peu comme l'armistice de la guerre de Corée structure la géopolitique de la péninsule depuis des décennies. Mais je pense également que c'est nécessaire puisque ces questions un peu plus d'ordre de sécurité régionale commencent peu à peu à apparaître dans les négociations dont on a parlé ce matin, aussi imparfaite que soit le processus qui sous-tend ces négociations. Le fait est que la guerre russo-ukrainienne est imbriquée dans une dynamique plus large d'opposition entre l'Occident et l'Europe sur la sécurité européenne. Et on voit que bien que les Européens sont concernés au premier chef par ces discussions, ou en tout cas par cet aspect de la discussion, ils ne sont pas autour de la table. Et la première façon en fait, d'y revenir, ça serait déjà d'essayer de rédiger le menu pour savoir à quoi pourraient ressembler des propositions européennes euh, en la matière. Euh, pour essayer d'esquisser donc cet ordre de sécurité européenne, ou ce désordre plutôt de sécurité européen, je vais commencer par essayer d'identifier les variables qui vont compter et de préciser mes postulats de départ ou hypothèses de travail. D'abord, dans quelle mesure la nature de l'issue du conflit va être une variable importante. On l'a entendu ce matin et je suis tout à fait d'accord, l'effondrement d'un des deux belligérants n'est pas l'hypothèse la plus probable pour l'instant. Le front ukrainien tient et les lignes de défense ukrainiennes ont pour l'instant peu de chances d'être enfoncées, mais dans le même temps, on sait aussi que l'Ukraine aura du mal à reconquérir tous ses territoires de ses frontières de 1991. Donc il reste deux scénarios pour l'arrêt des combats.
une solution négociée ou un conflit gelé, en fait un peu une continuation de ce qu'il y avait eu après 2014. Et dans la solution négociée, évidemment, il y a deux options, un bon accord et un mauvais accord. Et là, la question du bon accord est double, et c'est même un dilemme, parce que un bon accord, si on pense à la sécurité européenne, c'est un accord qui préserve la sécurité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais aussi, surtout, qui lui permet de continuer à se défendre. Puisque ce qui était au départ peut-être plus un narratif ukrainien pour susciter un soutien des Européens, à savoir que l'Ukraine était la première ligne de défense de l'Europe, est maintenant quelque chose qui est vraiment intégré dans les outils de politique étrangère européens et qui apparaît dans les documents stratégiques. Mais un bon accord, c'est également un accord que les parties respectent. Et donc, un bon accord, c'est un accord pour lequel pour lequel les partis considèrent qu'il est davantage dans leur intérêt de le respecter plutôt que de le violer. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut concilier un bon accord au sens d'une préservation d'une Ukraine forte et un accord que la Russie considérera comme plus intéressant qu'une violation et une nouvelle attaque. Beaucoup en Europe sont pessimistes à cet égard. Je le suis également pour ma part. Ça en conduit pas mal également à rejeter en fait l'exercice même de la négociation. Et là, je suis par contre légèrement en désaccord et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, J'entends souvent, par exemple, dans le débat français, que Poutine ne veut pas la paix. Ce qui relève de la palissade, c'est lui qui a commencé et qui continue la guerre. Évidemment, il ne veut pas la paix. La question est plutôt à quelles conditions il s'arrêterait de faire la guerre et est-ce que ces conditions sont acceptables pour les Européens et surtout pour les Ukrainiens. Et il me semble qu'on ne peut pas avoir la réponse à ces questions tant que le processus de négociation n'est pas véritablement enclenché et qu'on ne passe pas à travers ce processus. Puisque formuler des demandes maximalistes et bombarder les civils, tel que le fait la Russie, peut être interprété comme un signe que la Russie ne souhaite pas négocier. Mais si l'on y réfléchit bien, si la Russie souhaitait négocier, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle formulerait des demandes maximalistes, elle bombarderait des civils comme une tactique de négociation. C'est pour ça que cette question de la négociation, à mon avis, ne doit pas être écartée, mais comme ça a été expliqué ce matin, il faut un cadre de négociation réel et préparé. On sait, la recherche sur les négociations de paix montre qu'un accord mal préparé, mal ficelé, est de nature en fait à continuer une guerre pendant des années. Et le fait que l'administration Trump ne fasse pas confiance à son administration, justement, ne permet pas de préparer euh, comme il faut ces négociations. Donc voilà, je dis pas que des négociations pourront réussir, mais il me semble que il faut aller à travers le processus, notamment parce que ça serait aussi une indication pour les Européens si la Russie essaye d'atteindre certains buts par la voie diplomatique, ça sera le signe qu'elle considère qu'elle ne peut plus les atteindre par la voie militaire. Et donc, c'est quand même un signe, à mon avis, important. Ensuite, dans les variables qui vont composer cet environnement de sécurité futur, le premier, à savoir la Russie, qui, vu son économie de guerre, vu les capacités militaires qu'elle a amassées, vu la militarisation de sa société et vu le rôle de l'agenda anti-occidental pour son régime politique, va demeurer hostile et agressive à l'égard de l'Europe, peu importe en fait l'issue de la guerre russo-ukrainienne. Et d'ailleurs, c'est noté par plusieurs pays frontaliers de la Russie, puisque les services de renseignement finlandais ont calculé que les troupes russes déployées à leurs frontières passeraient probablement de 30 000 à 80 000 après l'arrêt des combats en Ukraine. Et il y a déjà des infrastructures qui sont construites à cette fin. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut noter, encore une fois, ça a été discuté ce matin, et c'est important, à savoir que, en tout cas d'un point de vue matériel, l'armée russe, au sorti de ce conflit,
sera plus forte que l'armée russe de 2022. Un des espoirs, en fait, une des stratégies de l'Europe était quand même de mobiliser, de coincer la Russie en Ukraine pour l'affaiblir. Donc en fait, le choix pour les relations entre l'Europe et la Russie, ça sera une relation hostile stable ou une relation hostile instable. Et donc la question, ça va justement être de comment savoir comment stabiliser ça. Je reviendrai sur ce point. Deuxième, évidemment, acteur d'importance, les États-Unis, qui euh, souhaitent se désengager, en tout cas réduire leur implication dans la sécurité européenne, certes progressivement, certes peut-être partiellement, mais la direction est claire et les Européens ont vraiment intérêt à, pas que les Européens d'ailleurs, à travailler avec ce scénario. Et même si évidemment il y a des changements qui sont propres à l'administration Trump, la façon dont il a les yeux rivés sur la politique intérieure, ou même la question de se défaire de toute considération morale ou de principe, il y a aussi des différences assez profondes dans la façon dont la communauté stratégique américaine et la communauté stratégique européenne comprend le conflit, interprète le conflit. Par exemple, si je fais référence au modèle proposé par Jervis entre le modèle de la spirale ou la dissuasion, en gros le modèle de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, pour les Européens, on a affaire à un scénario de la Seconde Guerre mondiale où il y a un agresseur qui s'arrêtera s'il il rencontre un mur, tandis que même des collègues ou des experts américains qui ne sont pas du tout MAGA voient plutôt ça comme une spirale qui a dégénéré. Et il y a aussi une divergence dans l'évaluation de la menace que la Russie pose aux pays de l'OTAN. Euh, Quatrième acteur, enfin, troisième acteur, quatrième variable, l'Europe. Et là, on peut dire que le train de l'Europe de la défense s'est mis en branle, mais il est à peine sorti de la gare et est loin d'être arrivé à destination. Et pourtant, le temps presse. Donc le réarmement européen sera lent, mais il est en cours. Et donc, j'en viens un peu à l'esquisse. Va avoir un ordre régional caractérisé par l'opposition entre deux blocs militarisés. La question, une des premières questions est notamment évidemment où passera la ligne de démarcation entre ces deux blocs militarisés. Et c'est un peu l'enjeu de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'elle passera à l'est de l'Ukraine, à l'ouest de l'Ukraine ou au milieu de l'Ukraine? Et surtout, qu'est-ce qui sera considéré comme une violation de cette ligne de démarcation? Dans ce contexte, trois enjeux majeurs pour la sécurité européenne ou trois actions pour les Européens. Dissuader la Russie, assurer la sécurité de l'Ukraine et réduire les risques liés à la militarisation de la sécurité régionale. Dissuader la Russie évidemment a déjà émergé, en tout cas d'un point de vue conceptuel, comme la principale tâche des politiques de sécurité et de défense des pays européens alliés de l'OTAN. Et ça vaut également pour la France, même si elle est éloignée de la menace russe. Il suffit de consulter la revue nationale stratégique adoptée l'été dernier qui est assez claire sur ce sujet. Évidemment, cette tâche de dissuader la Russie est rendue beaucoup plus ardue par les incertitudes qui émanent de Washington et du soutien apporté à l'article 5. Et c'est un moment particulièrement dangereux, justement parce que des acteurs, au premier rang desquels la Russie, pourraient tenter de lever cette incertitude. C'est-à-dire qu'un des scénarios d'un conflit. Enfin, qu'est-ce qui pourrait pousser en fait la Russie à tester un pays de l'OTAN? C'est justement l'espoir que les États-Unis n'apportent pas une réponse cohérente et forte, et donc que ça soit un peu le début de la fin de l'OTAN. Mais on peut également penser à des pays européens qui sont inquiets et qui veulent impliquer les États-Unis et s'assurer de leur soutien, et donc un autre scénario d'escalade pourrait être aussi une attaque préventive contre la Russie après des provocations russes. Donc, le dissuasion va être le nerf de la guerre pour la sécurité européenne et pour les États européens, mais on sait très bien des travaux sur la théorie de la dissuasion que la dissuasion, ce n'est pas simplement la capacité, c'est aussi la volonté politique. Et donc, c'est les deux qui font la crédibilité. Et c'est notamment sur ce
dernier point que le bas blesse, à mon sens, c'est que les Européens, en fait, n'ont pas encore vraiment changé de basculer dans une pensée stratégique de la dissuasion. Il suffit de voir, par exemple, et j'en dirai un mot également, euh, de voir les discussions autour de la coalition des volontaires, c'est-à-dire l'idée d'un déploiement de forces occidentales après un cessez-le-feu. Beaucoup de pays européens posaient comme condition comme contribution à cette force d'avoir une garantie de sécurité américaine, c'est-à-dire pas simplement des assistances en termes de logistique, mais aussi un engagement américain euh, qui aurait une intervention américaine si la Russie testait ses forces. Mais communiquer à l'adversaire qu'on ne se pense pas capable de le dissuader par nous-mêmes n'est pas la meilleure façon de faire de la dissuasion. Donc la dissuasion commencera dans les têtes. Sécurité de l'Ukraine, j'ai commencé à évoquer cette question de la coalition des volontaires, mais quoi qu'il en soit, l'Ukraine sera soit la pierre angulaire d'une nouvelle architecture de sécurité européenne, soit potentiellement, l'étincelle qui pourra non seulement amener une troisième guerre, ça a été également mentionné ce matin, mais une troisième guerre qui est aussi un des scénarios d'escalade et de guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie. On sait que les Ukrainiens refusent d'envisager tout accord de paix qui n'inclurait pas des garanties de sécurité pour eux, puisque sinon, ça serait en fait vendre à l'encan des choses que la Russie pourrait, dont la Russie pourrait venir chercher le reste après une nouvelle attaque. Et là, à cet égard, il faut vraiment garder un œil sur la fatigue de la guerre qui est en train d'en fait c'est une mauvaise traduction, de monter en Europe. J'ai vu que ces derniers jours, pour la première fois depuis le 2022, le pourcentage de population française qui soutient les livraison d'armes à l'Ukraine est passé en dessous de 50%. Et on peut évidemment passer, et c'est de façon même encore plus significative, à la politisation de la question ukrainienne dans plusieurs pays européens d'Europe centrale. Il suffit de voir comment la Tchéquie ou la Slovaquie, les gouvernements respectifs, ont en fait, alors ils n'ont pas fait des virages à 180 degrés sur l'Ukraine, mais ils utilisent l'Ukraine pour attaquer leur opposition politique. Et donc, c'est de plus en plus un sujet de politique intérieure, et on sait que la politique étrangère est de plus en plus contrainte par la politique intérieure. Je vois que mon temps est quasiment limité, donc je voulais dire un mot de... On pourra peut-être en parler dans la discussion, mais c'est intéressant de voir quel pays européen est prêt à contribuer des troupes au sol en Ukraine après un cessez-le-feu et quel pays ne l'est pas. Je vais juste les nommer, je ne vais pas faire l'explication. Mais c'est plutôt la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, la Norvège, l'Estonie et la Lituanie. Donc on voit qu'il n'y a pas d'explication déterministe d'histoire ou la géographie, simplement. Il faut prendre d'autres éléments en considération. Mais mon point de conclusion sera sur la réduction du risque, puisqu'évidemment, une configuration où il y a deux blocs militarisés qui se font face, où il y a un niveau de confiance qui est en dessous de zéro, une hostilité mutuelle et une absence de lien de communication, c'est une recette pour un conflit ouvert en fait entre l'OTAN et la Russie. Mais, et ça c'est quelque chose qui, en Europe, on commence vraiment un peu davantage à réaliser, c'est que la réduction du risque ne passera pas par l'évitement du risque, mais par l'acceptance du risque. Et c'est encore une fois un changement conceptuel qui va devoir être effectué au niveau européen. Ça va également impliquer des discussions. S'il y a de plus en plus il y a quelques leaders européens qui en parlent, à terme des discussions avec la Russie, non pas sur une nouvelle architecture de sécurité, puisqu'il n'y aura pas de retour après 2022, ça ressemblera plutôt à l'installation d'alarmes incendie dans les ruines de l'ordre de sécurité européen, enfin, des garde-fous, des règles de code de la route pour éviter ce genre d'accident, et donc un réinvestissement dans la diplomatie qui d'ailleurs ne se limitera pas à la réduction du risque, mais servira aussi la dissuasion, dans le sens où la diplomatie est à la fois un capteur et un vecteur en matière de dissuasion pour capter les intentions de l'adversaire et lui communiquer des messages euh, de signalement stratégique. Voilà, je m'arrête là et j'ai hâte d'entendre mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Et sur ça, je passe déjà le micro à notre prochain collègue, Alexander. Ouais, je me demande si ça marche. Ah oui, Et voilà, OK. Bonjour à toutes et à tous.
Tout d'abord, je voudrais remercier Justin Massy et l'équipe à l'UQAM de m'avoir invité à cette discussion. C'est agréable de revoir mes amis et de me faire de nouvelles amitiés. En même temps, j'avoue que ça me brise le cœur que nous parlions toujours de la guerre russo-ukrainienne et de la profonde souffrance que la population ukrainienne éprouve depuis 4 ans, même depuis 12 ans. Franchement, malgré le titre de notre panel, je doute que la guerre soit finie bientôt. En effet, j'imagine que la guerre se poursuivra tant que Vladimir Poutine restera au pouvoir, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. C'est la raison pour laquelle je voudrais répondre au thème du panel dans une façon un peu plus généralisée. En septembre, j'ai été approché par mes collègues au Hague Center for Strategic Studies aux Pays-Bas pour écrire un rapport qui explore 3 scénarios dans lesquels l'administration Trump poursuit une stratégie différente vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Ces stratégies possibles comprennent primo, un concert des grandes puissances autoritaires. Secondo, un effort pour faire de wedging dans l'entente sino-russe. Je ne connais pas le mot français. Et finalement, la confrontation contre les 2 pays autoritaires. Le but, c'est de mieux estimer les effets de chaque stratégie sur un certain aspect de la politique d'alliance, mettant l'emphase sur l'OTAN et plus spécifiquement sur certains pays comme l'Allemagne, la Pologne, la Grande-Bretagne et la France. Ces aspects touchent les craintes d'abandonnement et de piégeage, ce que l'on appelle en anglais entrapment, le partage de fardeau et l'interopérabilité, l'autonomie stratégique et l'orientation diplomatique. Puisque le rapport en anglais et puisque le réseau est véritablement bilingue, je vais m'exprimer oralement au cours de cette présentation. Very well. Alliance politics is very multidimensional. And really, when we talk about alliance politics, we talk about international politics. And so I think we should be a little careful to avoid certain binaries that are commonplace in our discussions of how we might proceed NATO to unfold over the course of the next several years. And as such, what I want to do in this report is basically break down what we mean by how certain strategies of the Trump administration could affect the politics that abound within the Western alliance, taking in turn abandonment, the notion that the United States might not come to the rescue of a beleaguered ally, entrapment of the sort that David had just discussed and brief, the idea that countries could be dragged against their will into a conflict that they do not want to have, interoperability in terms of how effective in combat allies can work together, burden sharing, how well they can equitably shoulder the collective defense burden. Strategic autonomy means all sorts of different things, whether it's with respect to responsibility taking, burden sharing, or simply autonomy, as well as what sort of diplomatic orientations that certain countries could have. And of course, we have to bear in mind that NATO is a complex alliance. There are 30 European members, all with their own different views, with their own histories, with their own particular perspectives on how the alliance should operate, to say nothing of their own threat perceptions. So all of this comes with a number of caveats. Nevertheless, I think in terms of breaking down alliance politics against these sorts of concerns, we can have a much more variegated perspective on how any one of those scenarios would play out. So to begin with, autocratic partnership, which I think is one that is much in vogue when we discuss the Trump administration. This is a perspective that holds that the United States would pursue some sort of great concert of powers with Russia and China, dividing the world, as it were, in their own respective spheres of influence.
I think we can draw some conclusions based on the existing scholarship of the issues under review. Needless to say, I think NATO allies would certainly feel most acutely those fears of abandonment, because after all, the United States has a preference here for working with those authoritarian powers. Entrapment concerns are going to attenuate as a result. The United States might be much less willing to participate in joint military exercises that will obviously have corrosive effects on the interoperability of the alliance itself. We know that European allies depend greatly on the United States on a suite of military capabilities, in particular C4ISR, command control computing communications, intelligence, surveillance and reconnaissance, as well as strategic airlift and refueling. Those gaps are going to be significant and will be very difficult, at least in the short through medium term, to plug absent the United States. Again, this is the worst of all possible worlds. That being said, again, we have to bear in mind that NATO is a diverse collection of allies. Some countries might actually agree with Trump's new vision of international politics, and we might expect certain elections to play out in certain parts of Europe. I don't want to say a particular country, but there could be those that might actually find some alignment with that particular vision. Bearing in mind, of course, that members of the European right are indeed perhaps much more ambivalent towards Trump than the common narrative would have you believe. So that is perhaps the worst of all worlds for NATO. I think a more middling trajectory that we can envision involves wedging. Again, I don't know what the French translation would be. However, this would involve the United States trying to pull up some sort of reverse Nixon, whereby it seeks to collaborate with Russia in order to put much more pressure on China. Now, again, the Nixon example is instructive because for the most part, American alliances in Northeast Asia remain intact, obviously with the significant exception of Taiwan. And so that should temper some of our feelings about how wedging would play out as regards to the viability of NATO. This scenario would see abandonment concerns not be as intense, in part because certain countries might actually be on board with any sort of initiative to put some sort of wedge between Russia and China. That might engender greater uncertainty, which in turn would create hedging on the part of a number of European countries. That being said, what is interesting from the wedging literature is that it's very difficult to divide allies from one another, or even partners from one another, as is the case of the Sino-Russian Entente. They don't have a formal alliance, but they still cooperate with one another across multiple issue areas. And for us to try to extract Russia and peel it away from China, that would require significant concessions that I think are actually probably too extravagant for the Trump administration to bear. So that will engender some doubt as to the efficacy of this particular strategy. And so countries might buy their time. And so we might not necessarily see the sort of politics that would ensue under a situation of autocratic partnership. It would still could have a corrosive effect on military exercises and interoperability as such, if, for example, the United States believes that it could suspend these activities in order to show some goodwill to Russia. There is a precedent from the Trump administration 1.0. After all, the Trump administration had suspended military exercises on the Korean Peninsula for exactly this reason. And that had at least short-term negative impact on interoperability with South Korean forces. Again, we should just bear in mind that Europe is diverse. There'll be differences of opinion as to the merits of this particular strategy. Some countries might be on board. They might pursue their own reset, not unlike what we might have seen during the Obama years, during that particular reset.
that could have implications, albeit mixed ones, for any sort of rearmament program in the European continent. The last possible trajectory is one of confrontation, whereby the United States effectively loses its patience with Russia and China and opts to pursue a much more aggressive posture vis-a-vis those two countries. And so here we see a bit of the flip side to what we observe under autocratic partnership. We see, for example, allies perhaps not being as concerned about abandonment as in the other scenarios. However, even those allies that wish to contain Russia might still worry that an overly aggressive posture vis-a-vis Russia could make them a target, that could create these sorts of escalatory dynamics that render their territory effectively a battlefield. We have seen this from various surveys that my co-authors and I have fielded in the region under the Biden administration. It's very much a concern even amongst those countries most intent on pursuing containment vis-a-vis Russia. I think the exigency of pursuing some sort of more equitable burden sharing will attenuate, at least vis-a-vis the other scenarios. The United States might put less of an emphasis here, not least because it wants to have that sort of diplomatic buy-in from allies as regards to its policy of containment. Nevertheless, what we can see here is that although there may still be a rhetorical emphasis on burden sharing, there'll be a much greater impetus put on issues of interoperability to ensure that warfighting can happen jointly and across multiple domains to confront those adversaries abroad. And I think also here, this scenario would involve a weakening of European interest in going about strategic autonomy, however defined, precisely because a number of countries will see that the United States finally gets it. Even a president like Trump pursues confrontation against Russia, that they can rely on the United States, at least through the medium term, in the pursuit of this particular objective. Of course, again, we are dealing with a diverse alliance. It's possible that there are more pro-Russian governments or Russian-friendly governments that could come to power in the near term. There are already those already in power. Those will be the ones that would actually probably end up demanding strategic autonomy, which actually could bolster David's excellent work, which you should read, by the way, on the politicization and securitization of how leaders position themselves vis-a-vis the Russo-Ukrainian war against their political enemies or opponents at home. So I'm sort of agnostic as to what sort of probabilities I would assign to each of these three scenarios. I assure you the report is actually quite rich. It's not the sort of scatterbrained approach that I had here in this particular presentation. There's a lot going on because, again, alliance politics is very complex. I'm agnostic as to the probabilities also because we kind of see a bit of everything. Even in the second Trump administration, the government documents that have been published to date are incoherent. If you can find a contrary point to any point being made on any one page, the national security strategy is the worst for it. The national defense strategy is a bit better. And yes, you can, of course, find some running continuity across those documents in terms of how much emphasis is placed on burden sharing, but they still seem to, you can still read Europe as being an important part of Trump's grand strategy, if I dare say that term. Even if the United States does pursue any one of these strategies, it's not at all clear that countries would respond to such changes. It's very difficult, as we know, even in this country, or especially in this country, that changing one's foreign and defense policies is a hard thing to do. There is bureaucratic inertia. There is profound international uncertainty that might incentivize leaders to simply muddle through
the current crisis. There are also deep social divisions that can mean that certain policies get more traction than others at certain times. But ultimately, we have to bear in mind that as much as we like to think of NATO as being really harmonious and that's a vehicle for cooperation, the truth of the matter is NATO was built with worry and concern all throughout. And that we have military alliances like NATO precisely because we're trying to negotiate our differences across the members that such institutions have. And so, the very prosaic, mundane, banal, bumper sticker takeaway really is that we should just accept that the United States is going to be unreliable for all sorts of reasons. I'm not certain that's going to be attacking anyone of us anytime soon. I'm actually pretty skeptical of that. But it is going to be very dynamic in its foreign policy, for better or for worse, probably for worse, in such a way that we have to do what we can to shore ourselves up, to ensure that we can stand on our own and be able to weather any sort of storm that comes our way. Thank you. Merci beaucoup, Alexander. Je passe la parole maintenant à Chantal Laval. Merci, Simon. Encore merci à Justin Massy pour l'organisation de l'événement. Ma contribution pour ce panel, évidemment, par mes recherches, je m'intéresse à la perspective européenne, mais dans ce cas-ci, de l'Union européenne, donc pour éviter la confusion avec le continent. J'écoutais avec intérêt les commentaires de David Cadier. J'aimerais peut-être dans la lignée rajouter certains éléments, mais vraiment pour l'Union européenne, en ayant en tête que je vais peut-être moins mettre d'attention sur peut-être l'avenir ou de ce qui pourrait sortir comme scénario dans l'après-guerre ukrainienne, bien que je la souhaite plus que tout. Mais j'aimerais, dans le temps qui m'est imparti, de peut-être rappeler certains éléments pour voir où se trouve l'Union européenne en ce moment. Déjà, d'avoir en tête que depuis l'invasion militaire à grande échelle de la Russie en 2022, on assiste vraiment à un changement de profondeur. Puis là, j'irais peut-être dans un concept qui semble de moins en moins dire quelque chose, mais un changement de paradigme, mais pour aller dans l'ordre de grandeur, un changement vraiment en profondeur. De la posture de défense, tant pour la plupart des États membres de l'Union européenne, mais un changement qui a un impact aussi à l'échelle de l'Union européenne dans son positionnement face à la guerre. J'aimerais peut-être me concentrer sur 3 points pour éviter de me perdre dans mon propos, mais de rappeler que pour beaucoup, parce que ça a été souvent souligné, à savoir est-ce qu'on peut parler du retour de la guerre en Europe, mais c'est un concept, je pense, qui a été au cœur du positionnement de beaucoup de représentants, tant de l'Union européenne que des chefs d'État et de gouvernement, comme marqueur, pour dire que oui, avec le retour de la guerre sur le continent, ça change la donne, tant pour la plupart des États européens que pour l'Union européenne. Ce qu'on peut noter, c'est que certainement à l'échelle européenne, on peut parler d'un changement important du rapport à la puissance. Après, je n'irai pas dans toute l'évolution de l'Union européenne, mais historiquement, l'Union européenne s'est déployée dans cette vision libérale où, en intégrant les économies, on arrivait à pacifier la relation entre les États. Une approche, évidemment, qui n'a pas empêché plusieurs tentatives de développer une concertation, une coopération de plus en plus approfondie à l'échelle européenne en matière de défense, mais avec toujours des limites, des contraintes qui restaient, des blocages de certains États membres. Avec le Brexit, on a vu un certain relâchement qui a permis des initiatives, mais il y avait encore certains blocages pour certains États de penser à une coopération vraiment approfondie à l'échelle européenne. Mais avec la guerre en Ukraine, la perception que la menace devenait plus concrète à commencer déjà par les pays à la frontière qui disaient depuis déjà longtemps à leurs partenaires européens que la menace russe devait être prise au sérieux.
un changement de ton qui s'installe. Et ça, je pense que c'est à prendre en considération que ce rapport à la puissance des choses au niveau de l'Union européenne, de la façon de concevoir le rôle de l'Union européenne sur les questions de sécurité et de défense. Peut-être pour simplifier pour ce point-ci dans ma présentation, pour avoir suivi l'évolution de la défense européenne ou l'Europe de la défense, selon les formulations qu'on souhaite utiliser, selon les traités, on parlait toujours de contribuer, prendre, puis c'était l'idée avec la fin de la guerre froide, suite à la pression des partenaires, que l'Union européenne, puissance économique, prenne plus de responsabilités dans la sécurité internationale. Et moi, je note dans la rhétorique européenne un changement important qui peut être débattu certainement, mais je pense qu'on voit là un signe de ce rapport à la puissance qui change parce que jusqu'à 2022, c'est l'idée que l'Union européenne peut prendre des actions en matière de sécurité et de défense, mais pour contribuer à cette sécurité internationale. Donc, on a un cadre intergouvernemental avec une politique de sécurité et de défense pour mener des missions, mais qu'on contribue donc à cette sécurité internationale. Rapidement, en fait, dès mars 2022, la rhétorique européenne change pour affirmer plus clairement qu'il faut désormais être préparé à assurer la défense de l'Union européenne elle-même, donc de l'Europe. Et ça amène dans ce changement de narratif cette idée qui va être répétée depuis 2022 que l'Europe doit être plus souveraine. Et là, je cite des passages de conclusions de Conseil européen qui ont été répétées dans le temps, mais on parle donc d'une Europe qui est plus souveraine, qui assume plus de responsabilités pour sa propre défense, pour être capable d'agir de manière autonome face à des menaces et aux défis immédiats. Et pour répondre à la question qui nous était posée, je pense que c'est ce que je vais montrer rapidement dans ma présentation, mais que la tendance, la trajectoire qui a été amorcée à partir de 2022, c'est une trajectoire qui reste, oui, alignée sur la trajectoire transatlantique, mais avec une affirmation grandissante d'une capacité autonome, d'une autonomie, d'une souveraineté européenne, dont la portée reste à mesurer concrètement, mais un narratif qui prend de l'ampleur et qui s'est accentué encore plus dans les derniers mois. Simon Hogg le mentionnait ce matin, avec les survols de drones au-dessus d'infrastructures critiques, oui, des aéroports, mais aussi des centrales nucléaires, des sites militaires où potentiellement de l'armement nucléaire de l'OTAN est stocké dans plusieurs pays européens. Et ça a évidemment renforcé cette motivation d'assurer la sécurité de l'Union européenne dans un contexte où on l'a mentionné, l'administration Trump, donc le soutien américain, est de moins en moins garanti, fiable, pour trouver des adjectifs là, qui semblent acceptables encore pour qualifier le soutien américain. Donc, dans ce contexte-là, où on voit un changement, donc que l'Union européenne est de plus en plus au-delà donc de cette intégration économique, un cadre où les États membres ont moins les tabous tombent et ont moins de malaise à penser à des coopérations, à l'utilisation des leviers européens pour favoriser leur coopération et surtout permettre ce qui va devenir un leitmotiv depuis mars 2022 au sein de l'Union européenne, le renforcement des capacités militaires. Et ça sera mon deuxième point. Il ne faut pas sous-estimer cette tendance, tant à l'échelle européenne où il y a une plus grande acceptation des moyens, des leviers de l'Union européenne, sur lesquels je vais revenir dans un moment, mais qui coïncide aussi avec une réaffirmation, un changement, une transformation en profondeur de politique de défense de plusieurs des 27 États membres. À commencer par ce qui semble maintenant naturel, l'augmentation des budgets de défense. Il faut se rappeler que dès mars 2022, l'agenda de Versailles, la déclaration de Versailles appelle unanimement les chefs d'État et de gouvernement à rehausser leur budget dans un contexte évidemment qui a historiquement été sous pression américaine du partage du fardeau dont on a parlé et plus tard le sommet de l'OTAN de juin dernier, mais l'augmentation des budgets s'est vue de façon rapide depuis 2022. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois, retour du service militaire obligatoire dans plusieurs États membres, obligatoire ou volontaire selon les États, où je veux m'attarder parce que le temps passe, mais de rappeler les changements stratégiques majeurs. On les a maintenant pris pour acquis. L'adhésion à l'OTAN de la Finlande, de la Suède, le Danemark, qui était toujours membre de l'OTAN, mais qui avait des clauses de dérogation par rapport aux engagements en matière de défense européenne. Un des premiers gestes
geste politique a été d'annoncer la fin de ces mesures dérogatoires avec un référendum où, de loin, la majorité de la population a soutenu l'idée. Évidemment, un des pays qui retient l'attention, c'est l'Allemagne. Fin de la culture de retenue, discours de Schulz, l'ancien chancelier, pour réarmer, atteindre au moins le 2 du budget pour l'Allemagne avec des programmes de modernisation de la Bundeswehr. Initialement, on parlait de 100 milliards pour 2022-2027, mais dès 2025, cette somme était presque atteinte, donc vu les besoins très grands. Et on sait que le nouveau chancelier met clairement sur table cette volonté de l'Allemagne qui a normalisé sa politique étrangère depuis longtemps, mais de normaliser aussi la politique de défense, avec même l'ambition de construire, de bâtir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe, ce qui peut faire frémir certains d'entendre le représentant allemand, mais on voit que tous les tabous tombent à l'heure du réarmement en Europe, et donc l'Allemagne devient aussi ce moteur important en matière de défense. On le sait qu'en 2023, déjà, il y avait eu la stratégie de sécurité nationale, la première depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en Allemagne, on voit un repositionnement très ferme pour avoir une armée prête pour toute éventualité. J'aimerais souligner deux exemples aussi intéressants. L'Irlande, dont on parle peu, mais qui, comme beaucoup d'autres pays européens, a été la cible de survol de drones, mais particulièrement en décembre, au moment de la visite de Zelensky, où à Dublin, des drones ont survolé le président ukrainien avec aucun moyen de protection des autorités irlandaises. Et l'Irlande, qui va assumer la présidence de l'Union européenne au 1er juillet prochain, a amené tout de suite l'attention des partenaires européens et relance le débat sur la neutralité irlandaise, à savoir est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser le positionnement irlandais à l'heure où la ministre de la Défense annonce des hausses de budget importants en matière de sécurité et de défense pour repenser une posture aussi irlandaise à même de faire face aux défis actuels. Finalement, la France, on attend toujours le discours de Macron le 2 mars sur l'actualisation de la doctrine nucléaire. On le sait que depuis plusieurs années, surtout avec le président Macron, il y a cette idée d'un parapluie nucléaire français qui pourrait avoir une dimension européenne, toujours sur l'autorité du président français, évidemment pour l'usage, mais une idée qui gagne en popularité chez les partenaires allemands et autres qui sont très intéressés à cette idée. J'ai beaucoup trop parlé sur le niveau national, mais on voit que ces grands changements, évidemment, permettent à cette Europe de la défense ou à la défense européenne de prendre forme et des États européens de plus en plus enclins à utiliser tous les moyens à leur disposition aussi à l'échelle européenne, ce qui donne à la Commission européenne un acteur qui a longtemps été mis de côté des enjeux de défense pour des raisons de partage des compétences, mais on voit que la mise à profit des outils européens liés au marché, à la réglementation, à la recherche, peut avoir un effet de levier important. Donc, mettons un commissaire européen à la défense, un livre blanc en mars 2025 qui a été proposé par la Commission européenne avec une série de mesures commençant à identifier quels sont les déficits à combler, mais surtout, ce que tout le monde veut savoir, comment on va financer au sein de l'Union européenne le réarmement, ce qui est le plan proposé dans le livre blanc. Et pour ce faire, la Commission européenne a proposé des initiatives sans mettre d'argent neuf sur la table, mais d'alléger les restrictions en matière de financement public, donc permettre aux États de s'endetter avec l'utilisation de la clause dérogatoire nationale du pacte de stabilité, qui permet aux États donc de faire des déficits si c'est pour investir dans la défense. Le nouvel instrument dont on a beaucoup parlé au Canada, qui est l'instrument SAFE, qui a aussi sa formulation francophone, instrument Agir pour la sécurité en Europe. On a retenu surtout cet instrument SAFE parce que le Canada devient le premier pays non européen à y avoir accès. Un accord qui avait été négocié à l'automne, qui a amené une confusion parce qu'il a été officiellement adopté en marge de la conférence de sécurité de Munich. Mais comme tout document européen, ce qui amène un peu de confusion, parce qu'on voit dans l'actualité, on dit « Ah, ça y est, le Canada y a accès ». Ça reste un accord européen, donc le Parlement européen va devoir aussi valider la chose, mais ça permet donc à des pays partenaires, dont le Canada, d'accéder à
à l'effort de réarmement en Europe, à savoir que SAFE va permettre aux États européens, pas nécessairement au Canada directement, mais des prêts dans des conditions extrêmement favorables. Également, la Commission européenne a eu l'idée, pourquoi pas mobiliser toutes les ressources, et maintenant la Banque européenne d'investissement qui n'avait pas capacité à investir en défense peut le faire. Donc, beaucoup de tabous qui se lèvent, mais surtout une meilleure disposition des États européens d'utiliser tous les leviers à leur disposition pour réarmer l'Europe. Je voulais réagir au point qui avait été mentionné justement par David sur la dissuasion. Tout à fait, le réarmement est en cours, il est lent, mais il faut voir qu'on part de loin aussi en Europe comme au Canada là, pour réarmer euh, dans le contexte actuel. Mais ce qui est intéressant, je trouve, de souligner, c'est dans le narratif, si on prend le livre blanc de mars 2025, l'ambition est d'être prêt pour 2030. Qu'est-ce qui va se passer en 2030? On ne le sait pas trop, mais l'Union européenne se prépare à tout. Pour être capable aussi d'avoir une capacité de dissuasion suffisamment importante, mais se préparer aussi au pire. Et on parle d'une guerre de haute intensité où même les Européens seraient seuls pour assumer leur défense. Donc, il y a une grande ambition, mais comme vous l'avez dit, il faut voir maintenant comment elle va se concrétiser rapidement. Et mon dernier point, mais je sais que je suis dans ma dernière minute, pourquoi la trajectoire transatlantique demeure? C'est que malgré les incertitudes face à Trump, on voit que les Européens, qui sont 23 parmi les 32 États membres de l'OTAN, continuent à assurer la cohésion, la coordination avec l'OTAN. Des déclarations conjointes qui existent pour renforcer les liens, et ne serait-ce que les deux sièges sociaux sont à Bruxelles, donc il y a beaucoup d'interactions entre les membres de l'OTAN, de l'Union européenne, pour assurer et expliquer les initiatives de part et d'autre, et avec le Canada, dont j'ai déjà parlé. Et pour terminer, on voit cette idée récurrente de peut-être un pilier européen au sein de l'OTAN, mais de quand même garder un cadre et une utilité à l'OTAN dans le contexte actuel, et qui fait donc dire que, pour répondre à la question, il semble que la trajectoire transatlantique demeure, mais ce qui est clairement mis de l'avant, c'est une affirmation d'autonomie dont on avait peu saisi la portée jusqu'à maintenant, mais on voit une motivation plus concrète, surtout dans le contexte du retour de l'administration Trump. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Et maintenant, au tour de Jonathan. Merci, Simon. C'est toujours difficile d'être le dernier en fin de journée quand tout le monde est plus fatigué et quand à peu près tous les éléments importants ont été mentionnés. Puis je vais essayer quand même de vous faire une proposition relativement cohérente cet après-midi. Je veux discuter de la question de la sécurité transatlantique après l'Ukraine, et si j'ai le temps, en toute fin de présentation, j'aimerais rapidement vous parler de ce que vous voyez sur l'écran, un nouvel ouvrage que Alexander Lanowska et moi publierons. C'est un ouvrage collectif qui a pour titre International Politics and the Russo-Ukrainian War, Concepts and Conflicts. Ça, c'est s'il me reste un peu de temps, parce que ma présentation ne porte pas précisément là-dessus, mais je trouvais intéressant quand même de le mentionner puisque c'est le 4e anniversaire, entre guillemets, du conflit en Ukraine. En fait, ce que j'aimerais faire avec vous cet après-midi, c'est de relever 4 principaux points qui me semblent être importants à prendre en compte lorsque l'on réfléchit à la question du futur de la sécurité transatlantique. Le premier point, c'est que pour bien anticiper cette trajectoire-là, il faut revenir en arrière et encore une fois, rappeler les transformations qui s'opèrent dans la politique étrangère de l'administration actuelle, donc aux États-Unis. Mais au-delà de cette administration-là, il faut comprendre les transformations systémiques qui s'opèrent. Alors, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que depuis 1945, les États-Unis jouaient le rôle de puissance hégémonique. C'est-à-dire que c'était un État qui avait des moyens prépondérants et qui avait un certain idéal sur la scène internationale. Hein. L'ordre international libéral est sans doute l'ordre mondial qui s'est le plus rapproché d'un idéal démocratique libéral. Ce n'était pas parfait. Oui, il y avait parfois 2 poids 2 mesures, mais c'est ce qui s'en est le plus rapproché. Et non seulement les Américains ont été capables de le mettre de l'avant, mais ils l'ont très bien développé parce que c'était un ordre international qui suscitait l'adhésion des autres joueurs, des autres États.
les États démocratiques souhaitaient joindre, participer, collaborer, contribuer au développement de cet ordre international. Lorsque vous suscitez l'adhésion, les choses généralement vont bien et ça explique sans doute pourquoi pendant aussi longtemps, l'ordre international a été relativement stable. Encore une fois, les États-Unis n'ont pas toujours agi comme État bienveillant. Il y a certains exemples qu'on peut certainement relever où on pouvait sérieusement douter de cette volonté-là, mais sur cette longue période qui a duré 80 ans, ça a été la plupart du temps le cas. À partir du moment où on a une administration, et plus particulièrement un président, qui refuse de jouer ce rôle-là, qui ne comprend pas la valeur d'un ordre hégémonique qui s'appuie sur des institutions multilatérales et sur des valeurs démocratiques libérales, qui ne comprend pas cet univers, qui ne comprend pas cette grammaire, qui trouve au fond que les États-Unis ont été extrêmement faibles que de permettre à leurs alliés de pouvoir s'enrichir autant au cours des dernières années. À partir du moment où cette administration dit, bon, ben voilà, moi, ce n'est plus l'ordre, ce n'est pas l'idée d'une puissance hégémonique qui m'intéresse, mais c'est davantage l'idée d'une puissance impérialiste et agressive, ben, les principes fondamentaux tombent. Le contexte qui a présidé à la création de cet ordre international n'existe plus. Bon, évidemment, l'histoire n'est pas linéaire, on l'a déjà rappelé. Ce n'est pas parce que nous faisons face aujourd'hui à une puissance hégémonique que ça veut nécessairement dire qu'en janvier 29 ou qu'en janvier 33, que le président ou la présidente d'alors nous conviera au maintien de cet ordre que l'administration Trump a souhaité développer. On pourrait imaginer un retour partiel à un ordre hégémonique, mais chose certaine, c'est le contexte international qui est le nôtre à l'heure actuelle. Et parallèlement à cette transformation, cette mutation et à cette redéfinition des objectifs de cette administration-là, on assiste bien sûr à un processus décisionnel qui a changé considérablement de ce à quoi on a été habitué au cours des dernières décennies. Il est clair aujourd'hui, ce l'était sous Trump 1, ce l'est encore sous Trump 2, que le président privilégie des victoires rapides et médiatiquement rentables. C'est d'abord et avant tout ce qui l'intéresse. Et les mécanismes institutionnels qui ont été développés d'une administration à l'autre ont été remplacés vraiment par des luttes entre groupes, entre factions internes. Il y a des milliardaires, il y a des représentants du mouvement MAGA, il y a des prioritizers qui sont là. On ne sait pas très bien de quelle manière est-ce que cette administration prend les décisions. Chose certaine, ceux qui font la promotion de certaines idées pensent d'abord et avant tout à ce qui pourrait servir le mieux les intérêts politiques du président à ce moment-là, beaucoup plus sans doute qu'à réfléchir au moyen et au long terme dans le domaine stratégique. Donc, des transformations significatives qui rendent assez imprévisibles, on le dit souvent, les décisions qui sont prises par cette administration. Le deuxième point que j'aimerais, donc il faut en tenir compte. Le deuxième point que j'aimerais soulever, évidemment, porte sur l'OTAN. Évidemment, l'OTAN est mise à mal en bonne partie à cause des éléments que je viens de mentionner au point 1. Alors, on a parlé beaucoup de l'Ukraine ce matin. Bien sûr, l'Ukraine n'a pas les garanties de sécurité que les membres de l'OTAN ont. Je pense que c'est factuellement vrai, mais dans le contexte politique qui est le nôtre à l'heure actuelle, je pense que cette distinction-là entre le fait d'être membre et le fait de ne pas être membre, oui, a perdu de sa valeur. Je ne dis pas que ça n'a plus du tout de valeur, mais ça a perdu de sa valeur. On peut même soutenir que certains membres de l'Alliance à l'heure actuelle, le Danemark et le Canada, pour ne pas les nommer, mais il y en a d'autres, mais les deux principaux sont certainement ceux-là, se sentent tout aussi vulnérables face à cette administration que de nombreux États qui ne sont pas membres de l'OTAN. Avec ce qui s'est passé notamment au Danemark, mais avec tout ce que cette administration a pu dire au sujet de la sécurité collective et de l'importance de l'OTAN au cours des dernières années, et là on peut même remonter jusqu'en janvier 2017, je pense que lorsqu'on fait le bilan, force est d'admettre que les principes fondamentaux de la communauté transatlantique, tels que nous les connaissons, ont été profondément fragilisés.
La confiance mutuelle, en fait, c'est plutôt la confiance entre les membres et les États-Unis, a été fortement ébranlée. Et évidemment, une alliance, ça repose sur quoi d'abord et avant tout? Ça repose sur un lien de confiance. Quand la confiance n'y est plus, les problèmes émergent. Et puis en toile de fond, rapidement, évidemment, on sait que l'administration actuelle mène une politique qui est ouvertement hostile face à l'Union européenne, une administration qui soutient les changements de régime au sein des principaux membres de l'Alliance qui ont des gouvernements centristes, des gouvernements qui sont, entre autres, ouverts à l'immigration, des gouvernements qu'on qualifie parfois à Washington de mondialistes, au profit de quoi? De gouvernements d'extrême droite que l'administration préfère appeler une droite patriotique qu'une extrême droite. Donc, dans un contexte comme ça, avec un tel allié, on n'a pas besoin d'ennemis. Et donc, sur la base de ces quelques constatations-là, et puis il y en aurait plein d'autres, mais j'ai cru bon de souligner ces éléments, bien, on peut se demander comment est-ce que le Canada devrait investir dans l'avenir de la sécurité transatlantique. Alors, il faut rappeler que historiquement, le Canada a placé sa dissuasion entre les mains de l'OTAN. Évidemment, l'article 5, on le connaît, a beaucoup d'importance. Il n'y a pas d'obligation de la part des membres que de faire la guerre pour défendre un des États qui serait attaqué, mais tous les États ont la responsabilité de mettre de l'avant les mesures qu'ils jugent pertinentes et nécessaires. Et en soi, pour nous, ça nous suffisait, d'autant plus que nous pouvions implicitement bénéficier du parapluie nucléaire américain. Donc, depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, ce choix stratégique-là du Canada reposait sur une hypothèse très simple. Les États-Unis agissent comme puissance bienveillante et stabilisatrice. Cette hypothèse, du moins aujourd'hui, ne tient plus, elle n'est plus valable. Aujourd'hui, Washington constitue la principale menace à notre sécurité. Et quand je dis notre sécurité, je me permets de parler du Canada. Je laisserai les Européens décider pour eux-mêmes. Donc, notre architecture de défense s'est rapidement effondrée comme une sorte de château de cartes. C'est-à-dire que pour ce qui est de la menace russe et de la menace chinoise, il y a encore un certain consensus sur le fait que ce sont des menaces. Il y a un consensus, oui. Mais pour ce qui est de ce qui s'apparente à notre principale menace, à une menace existentielle, et je n'en vois qu'une seule à l'heure actuelle, c'est l'administration à Washington actuellement, ben là, on voit le vide entre les planches. Nous n'avons plus véritablement d'architecture de défense valable. Comme on dit en anglais, the call comes from within the house. Et c'est très difficile d'accepter cette réalité. On parlait de dissonance cognitive au lunch midi. Évidemment, il faut réaliser ça. Ça ne rentre pas dans nos schèmes ou dans notre cadre de réflexion, ou ça n'a pas rentré dans notre cadre de réflexion pendant très longtemps. Il faut malheureusement tirer cette conclusion. Et donc, face à cette réalité, il faut en venir à la conclusion qu'il serait très peu probable que nos alliés de l'OTAN se porteraient à la défense du Canada si Washington décidait éventuellement de porter atteinte à notre souveraineté ou à notre territoire. Je pense que la réaction molle et en ordre dispersé de nos alliés de l'OTAN face à la menace américaine d'annexion du Groenland en janvier dernier nous a donné un avant-goût de ce qui pourrait, je parle toujours évidemment au conditionnel, attendre le Canada en cas de menace sérieuse formulée par l'administration actuelle. Alors, oui, je pense que dans ce contexte, le Canada doit, en autant que faire se peut, participer à des coalitions ad hoc, des coalitions qui seront mises de l'avant sur mesure pour répondre aux intérêts et aux objectifs du Canada. Mais peu importe le nombre de coalitions auxquelles nous participerons, peu importe le nombre de partenaires que nous aurons, je pense que ça ne changera rien à cette équation, à cette réalité. Personne ne se porterait à la défense du Canada si les choses devaient vraiment mal tourner de ce côté-ci. Et donc, si le Canada choisit de continuer à investir, évidemment, il continuera à investir, là. Mais si le Canada devait, à moyen et à long terme, continuer à investir dans la sécurité transatlantique, et je pense qu'il faut lire ici la défense de l'Europe
y compris la défense de l'Ukraine. Et le Canada fait beaucoup pour la défense de l'Ukraine, notamment depuis que Mark Carney a pris le poste de premier ministre. Je pense que cette défense sera davantage menée par solidarité et par principe démocratique, mais aussi par la volonté du Canada de maintenir l'influence des États démocratiques face à des puissances impériales, que dans l'espoir d'une réciprocité en cas d'attaque à notre territoire. Parce que cette réciprocité-là ne viendrait probablement pas. Quatrième point, si on est d'accord avec cette analyse, vous pouvez être en désaccord avec mon analyse, mais si vous êtes d'accord avec mon analyse, la prochaine question qu'on doit se poser, c'est à quoi sert l'OTAN? À quoi sert l'OTAN dans ce contexte? Alors, je pense que les traumatismes que nous avons vécus au cours de la dernière année, parce que je pense qu'on peut vraiment parler de traumatisme, nous ont amenés à conclure, du moins certaines personnes ont été amenées à conclure que l'OTAN était vouée à un échec, à une désintégration, qu'elle était victime certainement d'une mort cérébrale, pour reprendre une expression malheureuse d'un certain président prononcé il y a quelques années. C'est certain que l'OTAN est actuellement victime de ce que j'appelle une crise de régime. C'est-à-dire que ses règles fondamentales sont contestées et fragilisées par le principal architecte de la dite alliance. Et je n'aurai pas le temps de vous parler de l'ouvrage. C'est correct. Et donc, dans ce contexte-là, je pense qu'un bon réaliste avec un R majuscule conclurait que l'OTAN est morte, qu'elle ne peut pas survivre. Mais je pense qu'un bon institutionnaliste vous dirait attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et le débat que nous avons à l'heure actuelle sur la pertinence ou les possibilités de survie de l'OTAN me rappelle, et évidemment c'est une comparaison qui n'est pas parfaite, mais me rappelle les discussions qui étaient menées dans les années 90 entre les réalistes et les institutionnalistes sur la pertinence de maintenir l'OTAN après l'Union soviétique. D'un côté, on avait ces auteurs mythiques connus, tels que John Mearsheimer, qui disaient il n'y a plus de menace. L'OTAN est une institution anachronique. Elle est appelée à s'étioler, voire à disparaître. Elle n'a aucune raison de subsister, alors que les Bob Cohen et Lisa Martin de ce monde disaient attention, attention, l'OTAN n'est pas juste un outil contre l'Union soviétique, c'est une institution qui est capable de s'adapter à un nouvel environnement stratégique. Elle a une forme d'autonomie relative. Évidemment, la différence aujourd'hui, ce n'est pas qu'on discute de la fin d'une menace extérieure, c'est qu'on discute d'une menace de plus en plus présente à l'interne. Comme je disais tout à l'heure, the call comes from within the house. Mais tout de même, l'OTAN a survécu à quoi? Elle a survécu à la crise de Suez, elle a survécu à la fin de l'Union soviétique, elle a survécu à la crise lors de l'invasion américaine de l'Irak. Elle a survécu à la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'elle s'est renouvelée en mettant de l'avant les out-of-area missions. Donc, elle est élastique, elle est vivante. L'OTAN, c'est un arbre vivant. Et donc, je pense que par rapport aux États-Unis, dans un contexte canadien, il faut cesser de voir l'OTAN comme une garantie de sécurité, mais bien plus comme une plateforme de socialisation. Ça permet de négocier nos différences. Je pense qu'Alexander le mentionnait tout à l'heure. Ça permet de socialiser. Ça nous permet aussi de mieux coordonner. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais coordonner avec un État qui veut notre mal, ce n'est pas toujours facile, j'en conviens. Mais quand même, je pense que le Canada devrait tout faire pour essayer de maintenir cette organisation durant cette longue traversée du désert qui s'annonce, parce que la prochaine administration pourrait être moins difficile que l'actuelle, on n'en sait rien. Mais parallèlement à ça, bien sûr, le Canada a la responsabilité de développer son autonomie et plus particulièrement ses capacités de nuisance face aux États-Unis. On pourra revenir sur le débat sur l'arme nucléaire, qui n'est pas très populaire au Canada. Le général Wayne Hayes en a fait allusion récemment. On pourra certainement en discuter. Mais je pense que si on met de côté la variable nucléaire, je pense qu'on aurait tout intérêt à développer nos capacités pour mener des opérations de guerre hybride sans les utiliser, mais avoir tous les moyens pour faire mal, pour augmenter les coûts politiques et économiques à toute action hostile des États-Unis. L'objectif, ce n'est pas de les utiliser. Le Canada n'est pas un acteur agressif, mais tout de même,
Canada doit être en mesure de passer le message que ça pourrait faire mal. Il faut également investir davantage dans notre cyberdéfense, dans notre cyber-résilience, et il faut bien entendu tout multilatéraliser. Dès qu'un enjeu apparaît, il faut trouver une manière de le multilatéraliser pour sortir de cette espèce de relation asymétrique énorme que nous avons avec les États-Unis. Bon, il y a d'autres éléments que j'aurais aimé partager avec vous. Malheureusement, mon temps vient de prendre fin et ça me fera plaisir aussi de vous dire quelques mots sur le bouquin si ça vous intéresse. Merci à vous. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à tous les intervenants. J'ouvre maintenant la période de questions-réponses. Si jamais quelqu'un... En fait, je vois déjà Justin qui se dirige vers le micro. Les autres, si vous avez des questions, je vous invite aussi à vous déplacer vers le micro. Alors, merci beaucoup tout le monde pour ce panel fort intéressant. J'avais théoriquement une question, mais là, Jonathan, tu m'interpelles trop pour que je n'ai pas une question spécifique pour toi. Bien sûr, avec ton propos incendiaire sur la politique de défense canadienne. Parce que, premièrement, Jonathan, je ne partage pas ton interprétation du Canada et l'OTAN. Le Canada a travaillé activement à la création de l'OTAN, pas comme garantie de sécurité sur sa souveraineté, mais pour faire contrepoids au poids des États-Unis et surtout pour empêcher un troisième conflit mondial d'émerger. Et cet intérêt demeure, c'est-à-dire qu'on pense que de soit garder les États-Unis engagés dans la sécurité européenne à minima, et si on échoue, avoir une Europe de la défense assez forte pour dissuader une agression contre les autres membres de l'OTAN, ou voire de les défendre, auquel cas ça devait survenir, reste dans l'intérêt de sécurité nationale vitale du Canada. Ce qui fait que, indépendamment de la garantie de sécurité offerte aux Européens au Canada, l'intérêt canadien pour l'OTAN demeure. Alors que le Canada a, c'est pire, je dirais, mon évaluation de ce que tu dis, le Canada a mis sa garantie de sécurité dans les mains de Washington, avec le NORAD, avec la création de cette institution, avec l'intégration de cette industrie de défense dans celle des États-Unis, dans l'idée que la politique de défense du Canada est conçue comme étant la volonté de ne pas être une source d'insécurité pour les États-Unis. C'est ça, notre politique de défense. Alors, dans un contexte d'une politique prédatrice du type milieu du 19e siècle, où on pensait que suite à la guerre de sécession, le Nord était pour continuer son invasion vers le Canada, vers le reste des colonies britanniques. Donc, on a fondé le Canada pour ça. C'est dans ce contexte-là que ça remet encore plus en question peut-être nos politiques de défense. Au-delà de l'OTAN, c'est une relation bilatérale qui est remise à mal, je pense, qui doit être repensée. Est-ce qu'il faut être une source de nuisance ou est-ce qu'il faut plutôt, ce que moi j'ai argumenté ailleurs, se défendre contre l'aide américaine, c'est-à-dire en faire assez pour ne pas donner un prétexte involontaire aux États-Unis d'intervenir sur notre territoire? On pourrait en débattre. Mais donc, petit commentaire donc, ici sur la garantie de sécurité européenne. Pour tous les autres, et peut-être Jonathan aussi, tu pourras, ma question, c'était sur les alternatives. Donc, dans un texte récemment, j'ai examiné 3 options dans le grand continent la semaine dernière, d'européaniser l'OTAN, de créer cette Europe de la défense ou de favoriser les coalitions ad hoc comme modèle. J'aimerais vous entendre sur ces modèles-là de gouvernance, parce que j'y vois des défauts à chacun, des forces à chacun, mais des défauts à chacun. L'européanisation de l'OTAN veut dire de pousser les États-Unis dehors, et visiblement, ce n'est pas la volonté américaine de réduire ses troupes ou de réduire ses postes de commandement un peu, mais à minima et en ayant des adjoints très importants. Donc, on a vu que la réorganisation des postes n'amène pas ici une progression, une européanisation concertée, disons, organisée entre Européens et Américains, au contraire. Donc, il y a beaucoup d'obstacles à l'européanisation de l'OTAN, d'une part, dans le plan de défense régionaux, mais est-ce une option pour vous? L'Europe de la défense, il n'y a pas une volonté à 27, du moins, de fédéraliser les forces armées. On demeure à des industries fragmentées. On voit les compétitions entre l'Allemagne et la France sur l'industrie de la défense. On voit toutes ces divergences-là. Est-ce que vraiment c'est un modèle de poursuivre avec l'Union européenne comme principal acteur de défense européen? Alors, j'arrivais à la conclusion que des coalitions ad hoc, selon les intérêts, étaient la voie la plus pragmatique, plausible, réaliste dans le contexte, et avec des géométries variables. La Arctic Sentry n'a pas les mêmes éléments que celle au Groenland, que celle de la coalition des volontaires en Ukraine, et que tout ça était plutôt diffus et ne favorisait pas facilement les intégrations pour avoir une dissuasion crédible face à la Russie dans un contexte où l'incertitude de la sécurité américaine plane. Alors, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a réellement une option plus crédible, plus réaliste pour les Européens pour assurer leur protection face à la Russie dans un contexte où ils ne peuvent plus nécessairement compter sur Washington?
Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer? No. I mean, there is no other option. That's the short of it. Europe is too fragmented. Look at what's going on in its defense industry. Nothing's happening. They can build lots of infantry fighting vehicles, but they can't really build much else in common. Actually, they build so many of those things that the market is actually very fragmented, and you can only build a few platforms in common, but they struggle even there. Yeah, they might unlock lots of funds to go about a major uptick in defense spending, but the funds are probably not going to be spent very well. In fact, even in Poland, there's a big debate about the presidential veto about the use of SAFE, and so I'm a bit hopeless there as well. Europe is still what Stephen Brooks and Hugo Meyer had described several years ago, which is that there's a lot of strategic cacophony, too many voices, too many veto players, that the United States does provide that overarching framework. The good news is that there is some sort of effort to Europeanize aspects of NATO, and there are some very good works being written right now, including those by Diego Ruiz Palmer and Louis Simon about the Europeanization of particular war commands, JSFs within NATO command structures. But it's embarrassing that 4 years into this war, Europe still lacks any sort of strategy vis-a-vis Russia, let alone how to go about any sort of theory of victory for Ukraine. So talking about an option that is outside of NATO, we can't even do the basics of trying to go about defeating Russia by supporting Ukraine. So that's already a bridge too far. So in the short term, thankfully, I will say that NATO will still have the United States as a member. There are no credible signs that the United States will exit the alliance anytime soon. There's a permanent representative that Trump has appointed. He'll be actually in Ottawa next week. There could have very easily have been an empty chair crisis. There was not. The posture review that was planned has been canceled. The US Congress has mandated that any sort of cut below a certain threshold of troops on the European continent would have to go through alliance consultations first, as well as a period of time before they can be implemented. In other words, Congress is starting to slowly reassert itself vis-a-vis the Trump administration. So the good news for Europe is that the worst case scenario is probably not going to happen. But the most likely case is that, again, we're just going to be muddling through the next few years, because that's exactly what we've been doing for the last 4 years. Je vais essayer d'être un petit peu plus optimiste, et même si je partage beaucoup de choses qu'Alexandre vient de dire, mais déjà, je vais lire avec intérêt cet article parce que je l'avais raté. Est-ce que les trois alternatives sont mutuellement exclusives? Parce que, d'une certaine façon, le pilier européen de l'OTAN, c'est la première option qui, pour l'instant, est poursuivie. Il y a des structures qui sont en place, qui marchent, des questions d'interopérabilité et ainsi de suite. Néanmoins, et ça rejoint ce que disait Jonathan tout à l'heure, il y a quand même une chose qui est plus forte que l'habitude géopolitique, c'est-à-dire l'atlantisme des Européens qui n'ont pas simplement sous-traité leur sécurité, mais qui ont sous-traité leur pensée stratégique pendant des années, au sens de ne pas identifier, comme sur la Russie, des objectifs clairs et se donner les moyens qui permettent de les mettre en œuvre. Néanmoins, comme je le disais, ce qui est plus fort que l'habitude géopolitique, c'est l'inquiétude de politique intérieure. Et si ça va au-delà de simplement ce qui est dans la NSS, c'est-à-dire des déclarations de soutien à des forces populistes, mais que par exemple, on a le scénario catastrophe, c'est en avril, il y a les élections en Hongrie, Orban est menacé, il perd, il refuse de reconnaître sa défaite, et l'administration Trump le soutient. Là, on va peut-être avoir un peu des réveils. Mais c'est très difficile de penser différemment. L'autre chose quand même, et ça m'a fasciné, à l'OTAN, il y a quand même la question de la perception de la menace. C'est-à-dire que
aujourd'hui, la France souhaite qu'on parle davantage de la menace russe à l'OTAN. Ce qui est quand même un changement, alors qu'il y a quelques années, la France souhaitait qu'on parle avec la Russie plutôt que de la Russie à l'OTAN. Et c'est plutôt l'administration américaine qui cherche à mettre sous le boisseau cette question russe au jour le jour dans l'OTAN. Donc c'est quand même, à mon avis, important. Sur l'Europe de la défense, en fait, il faudrait, mais je pense que c'est un peu en prendre le chemin, c'est aller au-delà de l'impression que faire quelque chose ensemble est une fin en soi. Parce que les missions de l'Europe de la défense et PSDC, c'est toujours un petit peu ça. Le fait de pouvoir planter le drapeau de l'OTAN en Géorgie ou en Palestine, où voilà, on a une mission de l'UE, on a fait quelque chose. Et là, justement, par rapport, si on veut vraiment dissuader la Russie, ça ne va pas suffire. Les manifestations d'unité, les déclarations de principe, en fait, on doit passer du virtue signaling au nuclear signaling, et ce qui est un petit peu, à mon avis, long. Néanmoins, je continue à penser qu'il y a des choses, et je suis d'accord avec Chantal, il y a des choses assez fondamentales qui se sont passées sur l'Europe de la défense. Je suis d'accord avec le changement de paradigme, la changement de politique sur l'élargissement. Maintenant, l'élargissement est conçu en des termes géopolitiques. Il y a certaines vaches sacrées qui sont peu à peu sacrifiées sur l'endettement. C'est des petits pas, l'initiative d'achats communs de munitions. C'est vraiment petit, mais ça peut avancer. Troisième point, sur les formats de coalition de volontaires. Je pense qu'à court terme, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui marche, puisque même les pays que je suis de près d'Europe centrale, qui ont toujours été fortement opposés à l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, sont tellement exaspérés par le veto hongrois sur l'Ukraine que maintenant même ces pays se rangent en fait à une idée d'une Europe à plusieurs vitesses. Ensuite, sur la coalition des volontaires, alors c'est vrai que la réponse à la menace sur le Groenland n'était pas si impressionnante en termes matériels et de forces déployées, mais en termes d'exercice mental, c'était quand même assez fondamental. C'est-à-dire que on parle de dizaines de militaires européens qui ont été dépêchés au Groenland dans le cadre d'un exercice qui était déjà prévu, mais on a quand même avancé cet exercice. Et même s'il n'a jamais été dit, la logique était quand même d'augmenter le coût potentiel d'une attaque militaire américaine, enfin de créer en fait un dilemme stratégique. Ce qui, encore une fois, peut paraître en termes matériels très peu, mais exactement comme tu l'as dit, c'est se défendre contre notre protecteur. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à imaginer. Et pourquoi ça a pu être fait? Précisément parce qu'on est passé par une coalition flexible. Ça aurait jamais pu passer par l'Union européenne ou l'OTAN, cette réaction en quelques jours. Et il a fallu quelques jours parce qu'on sait que l'administration Trump fait son miel de l'incertitude, de l'imprévisibilité, donc il faut réagir rapidement. Et en termes justement de coalition, j'ai trouvé assez intéressant qu'il y a eu deux réactions sur le Groenland. Il y a eu une déclaration du E5, qui est un peu le nouveau format qui est en train d'émerger. Donc, France, Allemagne, euh, Italie, Espagne, Pologne. Enfin, E6 avec le Royaume-Uni, bien sûr. En termes de déclaration avant sur l'intégrité territoriale. Et ensuite, une espèce de coalition pays nordiques, Royaume-Uni, France. Et sur la coalition des volontaires pour l'Ukraine, c'est pareil. Au départ, c'est en fait la France et les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont des intérêts peut-être au début différents, mais de faire quelque chose. Et encore une fois, c'est limité. Là, on parle d'entre 15 et 20 000 soldats s'ils sont déployés. Mais le fait qu'il y ait des Européens qui fassent de la planification militaire au Mont Valérien ensemble, c'est une première étape. Donc, voilà, c'est pour la petite dose d'optimisme. Et le dernier exemple, c'est que l'Europe de la défense a toujours avancé comme un bus. Il faut qu'il y ait un des États membres qui se mette au volant et qu'emmène tout le monde faire un pique-nique, sinon ça avance pas. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Malo en 98 entre la France et le Royaume-Uni. Et pour un exemple un peu plus concret, quand deux États décident de faire quelque chose ensemble, même des États aussi différents pour la culture stratégique, enfin en tout cas de la vision stratégique que la France et le Royaume-Uni sur, par exemple, les tests de leurs armes nucléaires conjointes, c'est quelque chose, la façon, il faut revenir voir comment ça a été fait, mais c'était au début impensable. Et c'est parce que des entrepreneurs à Paris, à Londres, qui ont décidé que quelque chose pouvait être fait. Et donc, ça va peut-être pas prendre une forme institutionnelle, mais à mon avis, je serais intéressé justement les conclusions de ton article, mais que les formats ad hoc
est limité. On va en avoir de plus en plus dans les années qui viennent. Est-ce que vous souhaitez... Oui. Rapidement, sans répéter ce qui a été dit, sur les options, je pense aussi qu'elles sont quand même en parallèle. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais quand même inciter. Je reste très optimiste par rapport à l'Union européenne. Historiquement, c'est un acteur qui est tellement facile à critiquer. Ça reste 27 États membres avec des institutions qui insufflent une dynamique, mais après, dans la direction que les États membres décident bien d'encourager cette dynamique. Conseil européen qui reste donc quand même en charge des orientations en matière de défense. Ce que je veux dire, puis c'est en lien avec ce que David vient de mentionner, mais poursuivre l'Union européenne depuis plus de 20 ans, il y a quand même... la rhétorique a toujours été, au-delà des mots, un signe de ce qu'on pouvait attendre. Oui, il reste beaucoup de compétition entre les industries de défense. Ça reste, c'est des choses qui vont prendre un certain temps, mais au niveau de l'Union européenne, de voir juste dans la dernière année, oui, il y a le facteur Trump là, qui a quand même fait une vision assez accélérée des ambitions européennes en matière de défense, mais depuis un an, le changement du discours, le fait d'avoir un livre blanc, bon, c'est proposé par la Commission européenne, les États disent on est plus ou moins d'accord, après il faut le mettre en œuvre, puis c'est pas vraiment un livre blanc, pour être honnête, donc on identifie les déficits, puis on offre des moyens de financement, on n'est pas encore tout à fait sur... Mais au-delà d'ayant dit ça, depuis un an, c'est l'enchaînement à un rythme effréné pour avoir été encore récemment à Bruxelles, faire des entretiens. C'est assez... le narratif change. On est, au-delà du livre blanc, sur un enchaînement de plans d'action parce que les Européens ont souvent été critiqués pour dire vous parlez, mais il faut mettre en œuvre. Donc, une série de plans d'action pour dire concrètement comment mettre en œuvre ce qui doit être fait, mais à un rythme assez accéléré et dans un discours qui change le ton. Par exemple, un des plans d'action qui a été proposé en novembre, justement sur l'innovation de défense. On essaie justement de prendre acte, puis c'est ce qu'on dit ce matin, de la transformation de la guerre, mais de ce qui doit être fait pour être à jour en termes d'innovation. Mais l'Union européenne se met à parler en termes de temps de guerre, de dissuasion, d'être prêt même à faire une guerre seule ou de manière, en fait, d'avoir assez d'autonomie pour faire face à une guerre de haute intensité. On en parlait déjà, 2030, ça vient d'où? Est-ce que c'est un narratif de l'industrie? Qui a intérêt? Est-ce qu'il y a une réelle d'ici 2030? Mais les Européens se sont donnés d'ici 2030 pour être prêts de façon autonome à faire face aux menaces. Après, on peut les prendre au sérieux ou pas en disant, parce qu'il n'est pas ici quand même question d'avoir une armée européenne, mais l'idée de coordonner les moyens à disposition pour déjà coordonner les dépenses, c'est d'être efficace. Oui, il reste beaucoup de blocages, mais mon impression, c'est qu'il y a une espèce de dynamique enclenchée qui risque d'amener l'Union européenne ailleurs. Ça reste un gros paquebot. On a déjà une sorte de direction, c'est lent, mais le narratif est tellement plus dans l'affirmatif de menace. On ne sait pas, c'est vrai qu'il n'y a pas une stratégie très claire face à la Russie, mais la menace, elle est bien identifiée. Quand il y a des drones au-dessus de l'Europe, ça a été très rapide de les identifier à la Russie, d'intégrer cette nouvelle menace hybride dans le scénario. Donc, ce qui me fait dire que dans les options, elles sont toujours tous ouvertes, mais c'est un peu ce que je voulais dire dans mon propos. Il y a une affirmation d'autonomie qu'à Saint-Malo, on avait évoqué, mais on avait dit ah, c'est une ambiguïté qui servait les deux. Alors que là, maintenant, il semble, même à 27, Orban qui est réticent sur plusieurs aspects, mais il y a une espèce de motivation au sein de l'Union européenne quand même d'être prêt à une éventualité. Donc, ça reste pour moi un cadre aussi de plus en plus sérieux à prendre parce que, par défaut d'avoir le soutien, l'appui assuré de la protection américaine, on sent un sentiment d'urgence qui me semble nouveau à Bruxelles. Désolée. Rapidement, par rapport aux commentaires de tout à l'heure, je pense que c'est clair qu'en 1949, un des objectifs, c'était de faire contrepoids aux États-Unis, ou plutôt de se retrouver à plusieurs face à une méga puissance américaine qui était en train de structurer l'ordre international. Et parallèlement à ça, c'est vrai que l'idée de ne pas être une menace pour les États-Unis a toujours fait partie des discussions pour des raisons évidentes.
Maintenant, ces décisions-là qui ont été prises l'ont été au moment où on avait, encore une fois, une puissance stabilisatrice et une puissance bienveillante. Et on regardait vers l'extérieur et c'était l'Union soviétique qui posait la principale menace. Bon, dans un contexte où les dynamiques ont changé, je comprends l'argument qui consiste à dire qu'il faut que le Canada investisse dans sa défense dans une logique de defense against help, c'est-à-dire il faut tout faire pour pas que les Américains viennent sur notre territoire au nom de nos intérêts, prétendument, en leur disant nous avons les moyens, nous allons faire le nécessaire pour assurer notre sécurité. Très bien. Ça, je trouve que c'est un argument valable pour les années qui viennent. Cela étant dit, est-ce que cet argument-là est suffisant dans un contexte où l'administration américaine actuelle pourrait certainement invoquer de faux prétextes de toute façon pour intervenir? Lorsqu'on dit aux Canadiens, on va vous, nous allons adopter des tarifs contre vous parce que il y a énormément de fentanyl qui part du Canada pour se rendre aux États-Unis. Tout le monde sait que c'est faux, que c'est archi faux, mais ça lui permet de justifier certaines actions. Alors, si on met les choses au pire, c'est pas parce qu'on aurait un defense against help qui serait crédible que pour autant, ça voudrait dire que cette administration-là dira ah, ben, très bien, je n'interviendrai pas. Si cette administration-là devait penser un jour qu'une prise d'une partie de l'Arctique, par exemple, serait dans l'intérêt des États-Unis, ben, qu'on investit un peu plus à Resolute Bay ou ailleurs, je ne suis pas certain que ce serait suffisant pour éviter ce genre de mesures. Donc, en conséquence, je pense qu'il faut non seulement investir dans le Defense Against Help, mais aussi il faut penser à des moyens de dissuasion multiples. Donc, c'est un peu le sens de l'argument, mais pour revenir au point qui consistait à réfléchir à la raison pour laquelle le Canada a joint l'OTAN, bien sûr, c'était pour, oui, faire contrepoids aux États-Unis et se retrouver dans une logique multilatérale. Puis pour justifier notre présence, on a travaillé activement à l'article 2, qui n'était pas du tout nécessaire. Mais ça a permis à Pearson et aux autres de dire, vous voyez, sans le Canada, vous ne pouvez pas aller très loin. Bon, je m'arrête ici. On est déjà passé au-delà de notre temps, mais peut-être une question très brève. Je voulais, mais je pense que ça va ressusciter des débats. Donc peut-être que c'est une mauvaise idée. Parfait. En fait, voilà, vous parlez beaucoup de l'OTAN, vous avez beaucoup parlé de tout ce qui touchait du coup à l'Union européenne, qui était vraiment contredite historiquement, ça c'est certain. Mais est-ce que vous pensez que jouer peut-être sur des puissances plus moyennes, plus pivots, pourrait justement aider à contrer cette menace russe? Peut-être même peut-être à l'inclure. Je pense par exemple à l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Silence. Alors je sais que c'est excessivement Je débattu. pensais qu'on avait assez de problèmes. Je sais pas si... Ben, c'est pour ça que je me dis, peut-être que c'est une très mauvaise idée, mais pour relancer. Moi, je pensais que vous vouliez que je vous parle de notre livre, mais ça va, il n'y a pas de souci, on va. Allez-y, je pense que ce sera peut-être plus intéressant. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans le Pas moi. débat turc? Ah, le débat turc. Non, mais, non, enfin, en tout... puissance. Non, mais en tout cas, il y a une réflexion en cours en Europe, effectivement, au bien au-delà de la Turquie, en fait. Forcément, quand on se demande ce que l'Occident veut dire euh, quand on pense aux États-Unis, on regarde ailleurs. Et d'ailleurs, on regarde évidemment aussi beaucoup du côté du Canada. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions stratégiques à mener entre le Canada et l'Europe et la France et le Canada. Mais pour des États plus compliqués comme la Turquie, la Turquie, c'est vrai que c'est quand même un pays qui est assez intéressant dans le sens qu'ils ont réussi depuis 2022 à être pro-ukrainien sans être anti-russe. C'est-à-dire à ne pas imposer de sanctions contre la Russie, mais en même temps à soutenir d'un point de vue matériel l'Ukraine. L'Europe ne peut pas, face à ce conflit, adapter et ne voudrait pas adapter une position similaire. Et donc, l'utilisation de la Turquie serait beaucoup plus flexible. Ce ne serait pas en termes d'adhésion. Je pense que ce bateau a quitté le port depuis un moment de l'adhésion de la Turquie dans l'UE et qui est aussi, c'est aussi pour la Turquie que c'est plus envisagé. Mais c'est intéressant parce qu'à part ça, tous les autres élargissements sont en train d'être remis au goût du jour. Je ne sais pas si j'ai bien évité la question, si quelqu'un veut m'aider
à l'éviter davantage. Non. Non? OK. Dans ce cas, je vous demanderai de m'accompagner pour remercier nos panélistes. Ça clôt le dernier panel de la journée et je vais passer le micro maintenant à Justin Massy pour le mot de clôture. Merci beaucoup, Simon. Merci tout le monde d'être resté pour cette journée de conférence sur la guerre en Ukraine et ses implications pour la sécurité transatlantique. Merci aux personnes en ligne aussi qui se sont joints à nous tout au cours de la journée. Je vais me permettre une petite synthèse des discussions qu'on a eues aujourd'hui pour un peu clore la discussion. Donc, je me suis donné, moi, le rôle le plus difficile, Jonathan, d'être le dernier à intervenir et non pas toi sur le dernier panel. Donc, on reprend la question, quelle perspective de paix pour la sécurité transatlantique? Ce matin, on est allé jusqu'à dire que les négociations en cours sont une mascarade, essentiellement. Si on veut vous donner l'idée des perspectives de paix, c'est de dire que ces négociations-là semblent être un peu une façade pour plusieurs acteurs dans le contexte actuel pour soit en tirer davantage, soit réduire les conséquences négatives que ça peut donner sur eux, avec la brève perspective que peut-être que pour les États-Unis, c'est ceux qui disposent le plus de gains politiques potentiels, mais surtout la Russie qui en a tiré le plus grand avantage jusqu'à présent, du simple fait de leur existence même que ces négociations-là, pour vous dire. Donc, nos panélistes ce matin étaient plutôt pessimistes sur la probabilité que le conflit se termine au cours de l'année 2026 qui s'amorce, malgré le fait qu'il y a un intérêt politique plus grand chez l'administration Trump pour le clore, selon les dires dans les journaux, avant mai, pour que dans les élections de mi-mandat, les États-Unis puissent, Donald Trump, évidemment, peut se dire qu'il a au moins réussi une vraie des 8 conflits qu'il a réglés, mis fin à une guerre en cours. Donc, il y a certainement un intérêt politique majeur de la part du président Trump de mettre fin à ce conflit. Mais les autres acteurs qu'il doit convier, eux, ne semblent pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On avait Vincent qui nous parlait des théories de la victoire mutuelle, où les deux acteurs russes et ukrainiens voient encore de l'intérêt à le poursuivre parce que l'alternative est pire. Pour l'alternative, c'est sa survie. Donc, évidemment, si on lui force à faire des concessions complètement inacceptables, ça ne vaut pas la peine. Et pour la Russie, les négociations sont peut-être simplement une façon d'obtenir ce qu'elle ne peut pas obtenir sur le champ de bataille, mais aussi bien essayer si Donald Trump peut bien lui donner sur un plateau d'argent. On a aussi élaboré un peu les conditions de paix potentielles avec l'argument de Maria aussi, toujours aussi pertinent de dire que pour comprendre les causes d'une paix ou la probabilité d'une paix, il faut comprendre les causes du conflit. Alors, si les causes du conflit, c'est un impérialisme revanchard, il va falloir la désimpérialisation de la Russie pour assurer une paix durable en Europe. Ce n'est pas pour demain la veille. N'est-ce pas que ça peut se produire? Ça peut se produire d'une implosion ou ça peut se produire face à un choc externe, et les deux probabilités sont plutôt très faibles, disons, à entrevoir dans l'avenir. Alors, on fait face à ce type de situation, d'un conflit qui va se poursuivre pour plusieurs mois, probablement au cours de cette année, qui place la sécurité européenne dans ce contexte d'une Russie hostile, d'États-Unis, que je dirais, selon notre dernier panel, là, il y a plus de débats. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est là où ça suscite le plus d'interrogations. On parle d'incertitude. Certains parlent d'États-Unis impérialistes, d'autres disent, oui, mais quand on regarde leur posture en Europe, elle est moins dans le retrait que les prioritizers ou les restrainers pourraient mettre de l'avant, que ce soit les postes de commandement au sein de l'OTAN, que ce soit la posture de force, c'est-à-dire le nombre de soldats tout simplement américains toujours postés. On parle quand même dans la stratégie de sécurité nationale et la stratégie de défense nationale des États-Unis que la dissuasion nucléaire demeure en Europe. Donc, la dissuasion étendue, que l'Europe doit assurer de manière principalement la responsabilité de la sécurité européenne, mais pas exclusivement, c'est-à-dire les États-Unis se gardent encore en réserve de la protection européenne, même conventionnelle. Donc, ça ne semble pas être tout à fait encore le résultat que beaucoup de factions au sein de l'administration Trump mettent de l'avant côté posture américaine. Donc, il semble y encore avoir l'effet Rubio. Peut-être qu'il y a encore des gens qui poussent pour une posture toujours présente et maintenant même ouvrir un autre front en Iran. Donc, il y a toujours ce désir. Donc, même s'il y a
il y a cette volonté depuis des décennies aux États-Unis de vouloir réduire le fardeau sur les contribuables américains pour assurer la sécurité du monde. Reste que les États-Unis ont de la difficulté à se retirer pour vrai, de se désengager. Alors, on est un peu dans ce contexte où on ne sait pas exactement où iront les États-Unis, qui place les Européens et le Canada dans une posture difficile à entrevoir. En Europe, ce que j'en dégage, c'est beaucoup de divisions. Beaucoup, parce que si ce n'est pas clair la menace que posent les États-Unis, ou du moins pas la menace, ou la perspective de la relation avec les États-Unis, ben, ça permet à toute personne ou toute faction de mettre de l'avant sa propre vision, de ses propres intérêts, de sa propre perspective différentielle de perception des menaces très variable en Europe, que ce soit face à la Russie, évidemment, qui a un lien géographique de proximité. D'ailleurs, je n'ai pas pu poser la question à David, mais pourquoi l'Espagne veut-elle envoyer des soldats en Ukraine? C'est quand même particulier, dans la mesure où elle aide presque absolument pas les Ukrainiens en termes de matériel militaire. C'est une posture plutôt étrange qui peut survenir, mais on voit des différentiels dans les coalitions ad hoc qui sont formées en Europe selon les intérêts à géométrie variable face aux États-Unis, face à la Russie, face maintenant au front nord, où il y a une double menace américaine et russe ici pour la zone arctique. Alors, cette division-là, cette fragmentation m'apparaît un frein potentiel dans la mesure où si on fait une politique de défense rationnelle, on doit se prémunir contre le pire. Sinon, ce n'est pas une politique de défense, c'est une politique d'espoir, peut-être, ou de diplomate, où on peut espérer qu'il n'y a pas de conflit, mais si on ne se prépare pas au conflit, ben, on peut simplement le subir et il est souvent trop tard. Donc, ma perspective est toujours plus pessimiste. Donc, par exemple, j'entends bien ton optimisme, Chantal. Les pas que l'Europe a fait depuis Saint-Malo sont importants. Est-ce qu'ils sont suffisants pour faire face à une Russie qui agresse son voisin? Non. Alors, on peut voir toujours, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Les deux perspectives se valent. Malheureusement, les alliés occidentaux, à l'exception des États-Unis, ont toujours commencé leur conflit pas prêt. Et ce que ça a impliqué, c'est que les gens sont morts. Oui, ensuite, l'Europe a réussi, ou les Alliés ont réussi à vaincre leurs adversaires, mais au coût de beaucoup, beaucoup de vies perdues. C'était le cas dans la guerre en Afghanistan, en Libye, où on manque de munitions et on appelle à l'aide des Américains, en Bosnie, où on demande à l'aide aux Américains. Systématiquement, les Alliés, sans les États-Unis, n'ont pas été prêts à faire face aux défis de sécurité qu'ils ont confrontés. Ils se tournent toujours vers Washington pour avoir de l'aide et leur venir prêter main forte. Si cette aide-là n'était pas au rendez-vous, moi, je crains le pire. Et donc, pour terminer sur le Canada, je ne m'attendais pas à terminer là-dessus avec cette stratégie que tu proposes, que j'appellerais la stratégie du porc-épic, essentiellement que tu appelles pour le Canada, un peu comme les débats qu'on a pour le hérisson pour les Français. Donc, la stratégie du hérisson dont on parle pour l'Ukraine, dont on parle pour Taïwan face à une menace agressive. Donc, il faut avoir des capacités de nuisance, des capacités asymétriques pour faire mal là où ça fait mal justement à notre adversaire beaucoup plus puissant. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas si les Canadiens sont prêts à sortir leurs épines, comme le ferait un hérisson. La difficulté simplement à avoir nous-mêmes le consensus bipartisan sur la menace, qu'elle soit européenne, c'est-à-dire russe en Europe ou américaine, et il y a autant de divisions chez nous qu'il y en a qu'on peut voir aussi dans les pays européens. Alors, il y a encore malheureusement cette fragmentation des alliés qui sont ceux qui ont le potentiel de maintenir ce qui est un semblant d'ordre international libéral. Donc, en plus des divisions internes à l'administration américaine et au sein du Congrès aussi, qu'on peut dire, s'ajoutent les fragmentations canadiennes, les fragmentations européennes également, qui malheureusement, je pense, ne vont que devoir être vécues, être approfondies encore, et qu'il faudra attendre ce choc externe malheureusement trop brutal pour qu'elles se réduisent, et il risque d'être trop tard pour la vie de certains. Malheureusement, je pourrais souhaiter que l'on clôt cet événement sur une meilleure note en disant on n'organisera pas cet événement l'année prochaine, on aurait trouvé une solution. Mais face à cette lecture que moi j'en fais et que j'en déduis de cette journée de discussion aujourd'hui avec vous, je ne vois que des opportunités pour les adversaires des alliés occidentaux pour tester encore plus pour accentuer leur fragmentation, tester leur crédibilité, tester leur cohésion. Et les adversaires saisissent souvent ces opportunités qu'ils ont de nous diviser. Alors, je pense qu'il faut prendre la mesure de la menace à sa juste hauteur et espérer de peut-être
à notre échelle, influencer le débat dans nos propres capitales, dans notre propre population, pour qu'on tente le plus possible de se prévenir contre le pire. Je vous invite tous. D'abord, pardon, je voudrais remercier les différents organismes, les différentes unités, les différentes personnes qui ont permis à cet événement d'avoir lieu. En premier lieu, donc, au réseau d'analyse stratégique, remercier Walid, remercier Antonin, remercier Alice également qui ont participé à l'organisation de cet événement, à la chaire Raoul Dandurand également pour le soutien à l'organisation de cet événement également, à l'Institut d'études internationales, l'ENA en particulier, merci pour ton soutien, Caroline aussi et François, aux critiques bien sûr, à l'aide et au soutien de Chantal, de Simon et de Fane également aujourd'hui. Il y a la Faculté de sciences politiques et de droit pour leur généreux soutien financier à l'organisation de cet événement. Je vous remercie toutes et tous et à la prochaine.